Dans ce cours, qui étudie les aspects énergétiques d'un mouvement, on s'est intéressé dans une première partie au mouvement de ce skieur de A à B et nous avons défini la notion de travail d'une force comme un transfert d'énergie qui pouvait avoir soit un effet résistant pour une force de frottement, nul pour la réaction normale et moteur pour le poids lors d'une descente. Et au final, ici un effet globalement moteur pour le déplacement de A à B. Et nous avons vu que cette énergie transférée était directement égale à la variation et ici l'augmentation d'énergie cinétique du skieur, résultat qui constitue le théorème de l'énergie cinétique et qui nous a permis d'en déduire la vitesse du skieur en B connaissant celle en A. Et maintenant, dans une deuxième partie de ce cours, nous allons revenir en amont du transfert d'énergie qui a eu lieu en nous intéressant à la forme sous laquelle se trouvait l'énergie qui s'est transformée en énergie cinétique grâce au travail de certaines forces. Cette énergie est appelée énergie potentielle et on s'intéressera aussi à la somme de l'énergie cinétique et de cette énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie totale du skieur qu'on appelle l'énergie mécanique. L'énergie potentielle désigne toute forme d'énergie stockable et potentiellement convertible en énergie cinétique, d'où le qualificatif de potentiel. Comme l'énergie potentielle élastique, stockée dans un ressort comprimé et qui se convertit en énergie cinétique lorsqu'il se détend, énergie cinétique communiquée ici ensuite à la bille. Un autre exemple qui est lui à connaître est l'énergie potentielle de pesanteur stockée dans un corps en altitude comme dans cette bouteille et qui est convertie en énergie cinétique au cours de la chute. Et cette énergie potentielle de pesanteur est d'autant plus grande que la bouteille est loin du sol. L'énergie potentielle de pesanteur augmente donc avec l'altitude z du corps, mais aussi avec sa masse petit n, comme le traduiraient les dégâts au sol plus importants avec une bouteille plus lourde. On retient donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgz, l'énergie étant en joules, la masse de la bouteille en kilogrammes, G l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme et l'altitude Z en mètres. Remarquons que cette définition montre que l'énergie potentielle de pesanteur est relative au choix de l'origine de l'axe Z. Ainsi, avec cette définition, l'énergie potentielle est nulle à Z égale 0. Le point commun à ces deux énergies potentielles et avec toutes les autres énergies potentielles est qu'elles sont toujours associées à une force. Ici, la force élastique du ressort et là, le poids. Et on qualifie ces forces associées à une énergie potentielle de forces conservatives. En conséquence, les forces de frottement ne sont pas des forces conservatives car on ne peut pas leur associer une énergie potentielle. Et nous allons voir dans la suite l'origine de ce qualificatif qui suggère que quelque chose se conserve ou pas. Prenons justement une situation où seule une force conservative travaille au cours du déplacement, comme la bouteille en chute libre, c'est-à-dire uniquement soumise à son poids, qui est une force conservative. Le poids travaille entre les positions A et B, et son travail est moteur en descente. Le théorème de l'énergie cinétique entre A et B énonce que le seul travail du poids, ici, est égal à la variation d'énergie cinétique ΔEC, qui est positive car le travail du poids est moteur. Rappelons l'expression particulière du travail du poids vue dans la première partie, mg facteur de ZA moins ZB, et en la développant, on voit apparaître deux termes de forme identique, mgZA et mgZB, qui représentent respectivement l'énergie potentielle de pesanteur en A et l'énergie potentielle de pesanteur en B. Et cette différence d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre A et B. En effet, variation signifie après moins avant. Or ici, c'est la différence avant moins après. C'est donc bien l'opposé de la variation et donc un moins devant delta EPP. On remplace le travail du poids par moins delta EPP qui est égal à delta EC, soit la somme des deux variations qui est égale à 0. Or, la somme des deux variations est égale à la variation de la somme des deux énergies. Et la somme des deux énergies représente l'énergie totale qu'on appelle l'énergie mécanique de la bouteille.
La variation de l'énergie totale, c'est-à-dire mécanique, delta EM, est donc nulle, ce qui signifie que l'énergie mécanique de la bouteille se conserve. Et donc, lors de la chute de la bouteille, l'énergie potentielle de pesanteur se convertit intégralement en énergie cinétique. Au moment du lâcher, toute l'énergie est sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, le réservoir d'énergie cinétique étant nul, et au cours de la chute, le travail du poids assure la conversion d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique et la conversion est intégrale, c'est-à-dire que l'énergie mécanique de la bouteille reste constante. C'est-à-dire que ce qui a été perdu en énergie potentielle de pesanteur a exactement été gagné en énergie cinétique. Et on peut généraliser ce résultat en énonçant qu'il y a conservation de l'énergie mécanique si les seules forces à travailler sont conservatives et que la conversion entre l'énergie cinétique et les différentes formes d'énergie potentielle en jeu est intégrale. Notons que ce résultat est valable même quand il s'exerce des forces non conservatives, mais à condition qu'elles ne travaillent pas, comme par exemple la réaction normale. Voyons maintenant une situation où une force non conservative travaille également, celle par exemple du skieur de la première partie, où la force de frottement, qui est une force non conservative, travaille en plus du poids. Reprenons la même démarche que précédemment, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Et maintenant, au travail du poids se rajoute maintenant celui de la force de frottement. On remplace le travail du poids par moins delta EPP et on rassemble les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur pour faire apparaître delta EM, qui n'est plus nul, mais égal au travail de la force de frottement de moins 2 kJ. Delta EM non nul signifie que cette fois la conversion d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique n'est que partielle, car elle s'accompagne d'une diminution, c'est-à-dire d'une dissipation d'énergie de 2 kJ, ce que signifie le signe moins de delta EM. La conversion d'énergie potentielle de pesanteur du skieur en énergie cinétique, toujours grâce au travail du poids, n'est donc plus intégrale, et sur les 13 kJ transférés grâce au travail du poids, 2 kJ ont été dissipés par les frottements et le reste, 11 kJ, s'est retrouvé sous forme d'énergie cinétique et donc au final une vitesse moindre en B qu'en l'absence de frottement. Ce résultat se généralise à toutes les situations où une ou plusieurs forces non conservatives travaillent. En résumé, on retient que l'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et des différentes formes d'énergie potentielle en jeu, toujours associées à une force conservative, comme l'énergie potentielle de pesanteur associée au poids. On retient également les conditions de conservation ou non de l'énergie mécanique. Celle-ci se conserve, c'est-à-dire que sa variation est nulle, si les seules forces à travailler sont conservatives, et il y a alors conversion intégrale d'énergie cinétique en énergie potentielle et réciproquement. L'énergie mécanique ne se conserve pas si des forces non conservatives travaillent. Il y a alors conversion partielle d'énergie cinétique en potentielle et réciproquement. Et cette conversion est telle que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Si cette variation est négative, c'est qu'il y a une dissipation d'énergie, et si delta EM est positive, au contraire, il y a un gain d'énergie.